Il saisit la moindre opportunité, il innove. Dans cette édition, nous recevons un jeune ingénieur, entrepreneur investi dans le secteur agricole. C'est un expert en aquaponie. En 2018, il reçoit le prix du fonds de dotation Pierre Castel, Agir avec l'Afrique, Flavien Kwacha. Son histoire, c'est sur Believe in Africa. Chers téléspectateurs, vous regardez Believe in Africa. Nous sommes avec Mr. Flavien Kwacha. Bienvenue. Merci, Ozone. C'est un plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé. Alors, s'il fallait vous présenter auprès de nos téléspectateurs, en quelques phrases, bien sûr. Voilà, je dirais que Flavien, c'est un chef d'entreprise agricole, passionné d'agriculture, c'est-à-dire opérant aujourd'hui dans un domaine qui l'intéresse. Quelqu'un d'engagé également sur la vie associative, avec l'ambition non seulement de ramener l'agriculture à sa valeur fondamentale, mais d'intéresser encore plus de jeunes, parce que c'est un domaine qui, à mon sens, peut vraiment porter l'économie de notre pays. Nice. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de votre background académique? Bien sûr. Disons qu'à la base, je suis ingénieur en sciences et techniques de l'industrie. Est-ce que vous êtes un produit made in Cameroun? Oui, produit 100% made in Cameroun, et c'est un plaisir pour moi de le rappeler à chaque fois. Donc j'ai étudié à l'IUT de Douala, ensuite à l'Institut Kakikam, qui est basé au Cameroun, où j'ai eu un diplôme d'ingénieur. J'ai travaillé pendant 3 années dans la maintenance portuaire, donc dans l'industrie, comme responsable maintenance. Et puis j'ai décidé de passer dans le marketing pour faire 1 année, parce que je voulais comprendre le front office. Déjà à cette époque, j'avais l'intention de créer une entreprise, donc il fallait pouvoir cerner la psychologie client, pouvoir vendre un produit. L'industrie, le marketing. C'est ça. Donc, j'ai décidé de faire cette reconversion professionnelle-là parce que je trouvais que le monde de l'ingénieur était relativement cloisonné, à mon sens. Voilà, donc d'être passé dans le marketing, ça m'a vraiment appris à créer de bout en bout une entreprise parce que j'ai eu la chance d'intégrer à cette époque-là une entreprise qui venait de s'installer au Cameroun et j'ai travaillé pendant 1 année. Ensuite, j'ai démissionné de cette dernière entreprise pour créer Save Our Agriculture que je dirige aujourd'hui. Alors, vous êtes entrepreneur aujourd'hui. Le choix de l'entrepreneuriat, je veux dire, se lancer, en général, ça part d'une motivation. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous amène à entreprendre? Alors, déjà, j'ai un modèle humain qui est ma grand-mère, avec qui j'ai grandi, que j'ai vraiment côtoyé dès ma plus tendre enfance. Et c'est une dame qui a travaillé pendant 50 ans dans l'agriculture. Wow, mais que j'ai observé, c'est-à-dire qu'à ses côtés, j'ai été très rapidement en contact avec les challenges de la petite agriculture familiale au Cameroun. Et quand j'ai commencé à avoir un regard plus large sur le monde, aujourd'hui on a un merveilleux outil qui est Internet. En commençant à regarder à l'étranger, je me suis rendu compte que ce problème qu'on rencontre au Cameroun est également présent ailleurs. Donc j'ai voulu apporter quelque chose de différent. Et en plus, en tant qu'ingénieur, quand je reçois mon diplôme en 2011, je me dis il faut pouvoir faire quelque chose de particulier. L'ingénieur, c'est quelqu'un... Apporter une valeur ajoutée. C'est ça. L'ingénieur, c'est de la même famille qu'ingénieux, le mot français. Donc, on doit pouvoir apporter des solutions qui sont simples, mais qui résolvent des problèmes avec un grand impact. Et c'est ça qui m'a emmené à me dire, il faut retourner dans le domaine de passion qui m'a bercé. Et j'ai décidé de refaire de l'agriculture, mais en apportant une solution à des challenges présents sur notre pays. Alors, parlez-nous de vos débuts. Comment est-ce que tout ça a commencé? Les débuts... Vraiment dans le moindre détail, l'ascension, vous avez lancé l'entreprise comment? Alors, très bien. C'est vrai que quelqu'un m'a souvent dit qu'il faut garder des mémoires parce que l'aventure entrepreneuriale, je peux vous dire que si vous êtes dans le domaine de votre passion, et vraiment c'est un avis individuel. Je n'ai peut-être pas raison, mais c'est quelque chose de très passionnant. Challengeant, mais de passionnant. Au départ, je ne suis pas certain que... Je ne savais pas que je serais à ce niveau. C'est-à-dire que l'idée de créer l'entreprise, elle vient, mais les choses s'assemblent progressivement parce que d'abord, il y a vouloir créer une entreprise, apporter une solution, mais ensuite de démissionner d'un poste confortable dans une multinationale pour dire je crée une entreprise agricole et ensuite dans un domaine auquel personne ne comprend rien. C'est-à-dire que déjà aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand elles entendent parler d'aquaponie, sont encore étrangères au mot. Imaginez il y a 4 ans. Quand je disais que je vais créer une entreprise qui va faire de l'aquaponie, les gens me disaient « mais tu es malade ». Donc, c'est parti vraiment d'une passion et d'une réalité de terrain. Au départ, j'ai vendu la voiture que je possédais avec un terrain que j'avais acheté quand je travaillais encore. Pour créer l'entreprise, j'ai réussi à mobiliser un minimum de fonds.
Mais sur cette question-là aussi, je tiens toujours à être très clair parce que beaucoup de personnes se disent je veux créer une entreprise mais je n'ai pas d'argent. Absolument. Et peut-être que tu as réussi à le faire parce que tu avais assez d'argent pour créer l'entreprise. Mais la vérité, c'est qu'au bout de 6 mois, dans un domaine innovant comme l'aquaponie, on avait plus 1 franc. On avait tout investi, on n'arrivait même pas encore à vendre et on ne savait même plus comment évoluer. La précision, c'est peut-être aussi que quand j'ai démarré cette entreprise-là, j'ai quitté mon appartement. Il a fallu retourner chez mes parents. Ensuite, réduire les coûts. Voilà, chez mes parents d'abord, ensuite chez ma grande sœur, parce que la vérité, c'est que mon père n'était pas content du tout que j'ai fait cette démarche-là. Donc, c'était vraiment hostile entre nous. Et pour éviter de l'affronter à chaque fois, j'ai dû, ma grande sœur aînée, qui me soutient énormément, qui m'a toujours soutenu dans ce projet-là, j'ai dû aller vivre chez elle. Donc, c'est vraiment sur la véranda de mes parents, puis de ma grande sœur. J'avais 25 ans, 26 ans, voilà. Et c'est vraiment sur la véranda de mes parents, puis de ma grande sœur, que je commence à faire les premiers kits aquaponiques, qui ne fonctionnaient pas, ensuite fonctionnaient. Et c'est d'ailleurs ma grande sœur qui achète le premier kit aquaponique à 80 000 francs, qui a d'ailleurs jamais fonctionné. Donc, c'était vraiment sa façon à elle de m'encourager. Et je me servais énormément d'Internet, des réseaux sociaux, pour parler de ce que je faisais de façon très honnête. Quand ça marchait pas, je mentionnais que ça marchait pas, mais qu'on cherche des gens qui veulent nous permettre de grandir. Et il y a souvent des opportunités qu'on poste sur Internet. Il y a donc la FAO à l'époque, le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, qui avait organisé un concours pour des solutions qui peuvent permettre d'atteindre la sécurité alimentaire. Et un membre de ma famille avait envoyé un dossier, donc sans forcément m'en parler. Donc je reçois juste un mail qui me dit, voilà, vous êtes invité pour la finale d'un concours, et c'est en Afrique du Sud. Donc, à cette époque-là, je me souviens que je suis parti du Cameroun, j'avais pratiquement pas 5 francs en poche pour aller en Afrique du Sud, présenter la solution au concours. Et on n'avait pas gagné, donc on avait fini 3e sur l'échelon. C'était déjà un élan, en fait. Voilà, c'était déjà un élan, c'est ça. Il y a une dame dans la salle qui me dit, ah, vraiment, votre initiative est incroyable, une Américaine. Elle me dit, mais moi, vraiment, je veux vous offrir 10 000 $, pour pouvoir poursuivre votre travail et tout. Oui. Donc, je lui avais compté un peu ce par quoi on était passé. À cette époque-là, c'est ma mère qui faisait ma commerciale. C'est-à-dire que je n'avais pas d'employé encore. C'est vraiment ma mère qui appelait les clients, les potentiels clients, qui parlait de ce qu'on faisait. Quand il fallait aller rencontrer des personnes, on y allait ensemble. Et sachant que je n'avais pas beaucoup de trésorerie, à cette époque, j'ai fait l'effort d'acheter un scooter. Donc, des fois, on était sur le scooter, ma mère et moi, pour aller chez des clients, pour aller dans des restaurants, pour proposer ça. Et c'est vraiment une époque qui est restée, une époque mythique de l'entreprise que je ne peux pas oublier. Ça, pour moi, c'est plus important que de l'argent. Donc, chaque jour, et vraiment, petite anecdote, quand je voulais démissionner, j'en avais parlé à ma mère, j'en avais parlé à ma fiancée, qui est mon épouse aujourd'hui. Je me suis marié il y a quelques semaines. Et elle m'avait dit, toi, tu dois vivre ta vie. Tu dois vivre ta vie. Et quel que soit l'endroit où tu vas, moi, je vais te suivre. Vraiment, c'est ça qui m'a fait que le lendemain, j'aille au bureau et que je dépose ma démission parce que j'ai réfléchi plusieurs mois. Et mes supérieurs hiérarchiques qui m'aimaient énormément et qui me disaient, ah Flavien, là, tu es directeur marketing pays, tu es peut-être l'un des directeurs groupe dans quelques années. Et voilà, il a fallu faire ce pas-là. Et avec l'aide de ma sœur, ma mère, ma fiancée, j'ai réussi à aller en Afrique du Sud, rentrer. Et 3 semaines après, la dame, effectivement, m'a envoyé l'argent, les 10 000 $ promis. C'est comme ça qu'à partir de cet argent-là, on a continué à faire les recherches sur le projet. Et quelques temps après, parce que je postais sur Facebook, sur Internet, l'évolution du projet, je reçois un coup de fil d'un Camerounais qui me demande, c'est vous Flavien? Je lui dis oui, il me dit, je suis Camerounais, je vis en Europe. Et je fais partie d'un groupe de 20 Camerounais. Tous les soirs, on se regroupe et on achète à boire. Mais on s'est dit que plutôt que de faire ça, c'est mieux de recouper la cagnotte de cette semaine. On ne va pas aller boire et on va vous l'offrir parce qu'on pense que votre projet il est intéressant. Donc, j'ai l'habitude de dire aux gens, parlez de votre projet. Les gens disent on va voler un projet. On ne sait jamais. Oui, on peut essayer de refaire ce que vous faites. Mais le projet, moi en tant que dirigeant de cette entreprise-là, il y a tellement une chaîne déjà préparée que je ne suis pas persuadé. Peut-être que ça existe quelque part sur la planète, mais c'est tellement prévu. En même temps, je n'aurais pas su il y a 3 ans que je serais à cet endroit, mais il y a 3 ans aussi, je savais à peu près ce que je voulais, je savais ce que je voulais faire de ce projet et je sais
à peu près dans 5 ou dans 10 ans, même si je n'ai pas toutes les voies et moyens pour y arriver, où est-ce que je veux être? Voilà, donc il faut parler de ce qu'on fait. Et ce monsieur-là, quand il est venu, il m'a donné l'argent en cash. J'étais encore surpris, c'était dans une boulangerie du coin. Et j'ai appelé ma mère, c'est la première personne que j'ai appelée pour lui dire, il y a un monsieur qui m'a donné 500 euros. Et ma mère me dit, waouh, c'est incroyable. C'est-à-dire que dans notre environnement, ce n'est pas familier. Mais ça nous a permis de fabriquer de nouveaux kits aquaponiques encore et d'en vendre. Ça, là, je vous parle de mars 2016. Là. Donc, c'est à ce moment qu'on met sur le marché notre premier kit aquaponique commercial qui commence effectivement à se vendre. Et à force de réinvestissement, voilà, on est arrivé où on en est aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres petites anecdotes sur le chemin entrepreneurial, mais qui sont vraiment dopées par la motivation et par la magnifique équipe qui m'accompagne aujourd'hui. Wow. Avec le kit aquaponique, vous avez carrément révolutionné l'agriculture conventionnelle. Il y a encore de nombreuses personnes qui nous regardent, qui veulent bien comprendre qu'est-ce que c'est concrètement. Alors, c'est un système de production qui fonctionne selon le mode d'agriculture fermée. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, la pertinence, et c'est la raison pour laquelle nous sommes allés vers ce mode de production à la création de l'entreprise. Aujourd'hui, sur la planète, c'est vrai, il y a 2/3 de la planète qui est faite d'eau, mais vous avez à peu près 97% de cette eau-là qui est extrêmement salée, donc impropre à la consommation ou aux activités humaines. Et dans les 2,5% qui restent, il y a 80% qui sont utilisés dans l'agriculture. Et pour ceux qui sont un peu dans l'agriculture ou qui connaissent relativement, quand vous versez de l'eau sur une plante, à peu près près de 90% des 9 dixièmes de cette eau est consommée, en fait va dans le sol, mais n'est pas absorbée par la plante. Donc, on gaspille énormément d'eau, de la petite quantité d'eau douce qui reste pour faire de l'activité agricole. Il faut pouvoir se tourner vers des modes de production innovants comme l'aquaponie ou l'hydroponie, qui est une version un peu moins avancée que l'aquaponie, pour utiliser moins d'eau, mais faire des volumes de production beaucoup plus importants. Donc, ce sont des systèmes dans lesquels on élève des poissons et dans un cycle fermé, on se sert des déjections de ces poissons-là pour cultiver des légumes biologiques. Alors, quel type de végétaux, quel type de poissons? Aujourd'hui, au sein de l'entreprise, on fait 3 types de poissons. Des poissons de silure africains, des poissons tilapia et des carpes. Et sur la partie végétale, on fait des légumes maraîchers, globalement. Tomates, salades, piments, concombres. Quand je dis salade, c'est de la laitue. Notamment pour ceux qui connaissent un peu, tous les légumes maraîchers conventionnels poussent également très bien en aquaponie avec de meilleurs rendements. Comment ça marche? Si on parle de ressources aussi, on a besoin de quoi? Si on ne sait jamais, j'aimerais bien me lancer. Alors, comment on fonctionne aujourd'hui? On a des kits qui sont prévus sur des surfaces particulières, c'est-à-dire ce sont des modèles qui vont du petit kit à 80 000 francs à l'infini, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui commandent des kits sur 200 000 mètres carrés et maintenant on fait des budgets, des préconisations en fonction du besoin du client. On peut également partir sur une récolte voulue. Un client qui nous dit par exemple, je veux pouvoir récolter 1 tonne ou 2 tonnes de tomates, on lui propose quelque chose sur son espace, mais il faut peut-être préciser que ça intègre un certain nombre d'équipements, c'est-à-dire des équipements de plomberie, des équipements électriques, dont je ne peux peut-être pas donner tous les détails, mais voilà, c'est des systèmes qui sont relativement facile à maintenir. C'est quelque chose qu'on met en avant et à chaque fois que quelqu'un achète un système, on le lui offre avec un minimum de maintenance, de formation en maintenance. Wow. Et si on souhaiterait, comme je l'ai dit tout à l'heure, se lancer, on pourrait s'attendre à quel coût à l'initial? Alors, pour des personnes qui font de l'aquaponie à domicile, le kit moyen, il coûte entre 200 et 300 000 francs. Un kit qui intègre toute la partie technique, c'est-à-dire l'équipement qui permet de cultiver. Et on vous met à disposition des alevins de poissons, l'aliment sur 2 semaines pour pouvoir commencer votre production et des semences pour la partie végétale. Alors, et en termes d'espace, on a besoin de quel espace? Est-ce que ça se fait sur une cour? Je ne sais pas, à l'intérieur d'une maison? Les kits sont autant en extérieur qu'en intérieur. La seule précision qu'on apporte à nos clients, c'est qu'il faut en moyenne entre 4 et 6 heures d'éclairage parce que la lumière améliore la photosynthèse au niveau de la croissance des plantes. Donc, même si c'est à l'intérieur de la maison, il faut le disposer à un endroit, par exemple, à côté d'une fenêtre pour que les rayons du soleil frappent dessus et vous aurez des salades, des légumes de meilleure qualité. Là vient la question de comment ça fonctionne. Tout à fait. En fait, vous avez le système d'élevage de poissons. Ce système d'élevage de poissons dans lequel vous, en tant qu'utilisateur du kit, en tant que propriétaire du kit aquaponique, vous rajoutez les aliments au quotidien. Donc, on vous donne le rythme d'alimentation en fonction du type de poisson et de la quantité et du volume de poisson que vous avez pris, qui dépend naturellement du volume de votre kit.
vous nourrissez tous les jours, mais on peut également adapter des équipements de nourrissage automatique. Par exemple, pour des gens qui vont en congé, qui ne sont pas à la maison toute la journée ou qui n'ont pas de personnel à domicile, sachant que ça augmente un peu le prix de l'équipement. Après cette partie-là, vous avez les poissons qui font des déjections naturelles dans l'eau et cette eau est prélevée au moyen d'une pompe. Donc cette pompe, à la sortie de cette pompe, on installe une canalisation qui est ramenée vers le bac des plantes. Et c'est sur le bac des plantes. Les excréments de poissons sont réutilisables. Exactement. Les excréments de poissons ça constitue des engrais pour. C'est ça, totalement. Wow. Voilà. Et ce sont ces excréments-là contenus dans de l'eau qui sont reversés dans le bac de plantes et permettent aux plantes de grandir. Magnifique. On va marquer une pause, le temps pour nous de regarder Africa Rising. À tout de suite. De retour sur ce plateau, vous regardez Believe in Africa. Nous sommes en compagnie de Mr Flavien Kouatia. On a des jeunes qui se démarquent vraiment de manière incroyable pour barrer la voie au Covid-19. Quelles sont déjà vos impressions et comment est-ce que vous vivez cela? Le Covid-19, c'est une pandémie sans précédent qui est en train de toucher la planète entière, comme le Cameroun. Et je dirais que la question de l'agriculture urbaine est encore plus utile aujourd'hui. Les gens doivent effectivement, c'est la raison pour laquelle on a entamé sur Internet, notamment via notre chaîne YouTube, des séries de formations pour apprendre aux gens comment cultiver des légumes chez eux directement à domicile, en utilisant du matériel de récupération sans forcément dépenser énormément d'argent. Je pense que cette pandémie-là, au-delà des effets néfastes et du côté négatif, nous emmène à repenser notre façon non seulement de vivre, mais de faire du business. Qu'est-ce qu'on propose aux gens? Quelles sont les solutions qui peuvent effectivement rentrer dans la vie quotidienne des personnes? Quel que soit le métier que vous faites, vous avez besoin de prendre de déjeuner avant de sortir de chez vous le matin. On a besoin de manger, on a besoin de s'alimenter. Voilà, donc l'agriculture, c'est pour moi quelque chose de fondamental. Pas forcément parce que j'opère dans ce domaine-là, mais parce que c'est un fait. Voilà. Et il faut que les gens justement comprennent que aujourd'hui, on doit maîtriser notre alimentation, d'abord à l'échelle individuelle, mais aussi à l'échelle locale ou nationale pour pouvoir penser à d'autres stratégies. Est-ce que cette pandémie a eu de l'impact sur votre activité? Là, je parle de vous. Bien entendu. L'activité en elle-même de l'entreprise, c'est-à-dire que nous sommes une entreprise agricole. On fait de l'aquaponie, mais on est dans un autre secteur également qui est de l'aviculture. On a créé une marque de poulet 100% made in Cameroun, en produits déclinés, frais, fumés et transformés. Dans notre activité en elle-même, ça ne se ressent pas au sens direct. Mais le problème, c'est que 80% de nos partenaires, nos clients, ce sont des hôteliers, des restaurateurs qui sont relativement à l'arrêt. Ouais. Voilà, qui sont relativement à l'arrêt. Donc, il a été question de réorienter nos productions vers d'autres partenaires. Heureusement, l'agriculture, j'ai envie de dire heureusement, l'agriculture au Cameroun, malgré qu'elles sont encore à 80-90% informelles, les Camerounais lambda comprennent déjà la nécessité de consommer une marque 100% made in Cameroun. Donc, on a de plus en plus d'affluence des particuliers, par exemple, sur notre point de vente, parce qu'on a des points de vente en propre ou sur nos autres voies d'évacuation. Maintenant, sur le plan interne dans l'entreprise, il a fallu faire une sorte de réorganisation parce que, certes, il faut vendre, mais la principale ressource de l'entreprise, c'est la ressource humaine. Donc, je préfère nettement mettre à l'abri mes collaborateurs. Donc, tous les administratifs, on a dû implémenter avec eux un mécanisme pour leur permettre de faire du télétravail. Ils ne viennent à l'entreprise que lorsque c'est vraiment utile. Voilà. Au moins, ça permet qu'on puisse garantir un certain nombre de choses. Et on a mis également en place, que ce soit dans notre ferme ou dans le point de vente, des mesures de sécurité pour que les personnes qui arrivent se lavent les mains, pour limiter les intrusions. Voilà, ça permet qu'on traverse la pandémie sans que les impacts ne soient trop profonds. D'accord. Alors, si on revenait sur l'aquaponie, est-ce que quelque part, il faudrait également assurer une sorte d'entretien pour avoir de meilleurs résultats? Et ça consiste en quoi concrètement? Est-ce que c'est vous qui faites le service après-vente ou vous pouvez coacher directement les utilisateurs? À la vente d'un système d'aquaponie, on fait une formation, on offre une formation à l'acquéreur, mais on l'assiste également pendant 2 semaines dans le service après-vente. Ça permet de lui montrer pratiquement les actions basiques qu'il faut poser pour pouvoir maintenir son kit. On sait qu'il y a des éléments qui peuvent faire que votre kit ne fonctionne pas très bien. Ça peut être la qualité de l'eau, ça peut être l'environnement, ça peut être le potentiel d'hydrogène. Ce sont des éléments qu'on apprend à l'utilisateur du kit
à contrôler, à tester au quotidien pour se rassurer que son système soit dans de bonnes. Alors, quelques difficultés enregistrées liées à votre activité? La première difficulté pour moi, c'est la ressource humaine, la formation. On est dans un domaine sur lequel aujourd'hui, nous sommes pratiquement les pionniers en fait dans ce domaine-là. Donc, il fallait pouvoir apporter quelque chose de nouveau que les gens ne connaissent pas. Et pour ça, j'ai dû, après avoir créé l'entreprise, quand il a fallu recruter du personnel, la majorité de nos collaborateurs aujourd'hui qui sont à la technique ont été recrutés et formés par nous-mêmes parce qu'ils n'avaient pas forcément fait de l'aquaponie avant. Voilà. Donc, c'était ça le premier challenge. Vous n'irez pas quelque part au Cameroun où on vous dit il y a des gens qui sont formés en aquaponie. C'est vraiment nous aujourd'hui qui offrons des formations à d'autres personnes parce que l'intention, c'est de mettre en place une sorte de système, de mécanique, d'écosystème de producteurs certifiés sur le continent et de pouvoir créer des circuits courts. Donc, la qualité de la ressource humaine. C'est ça. Et naturellement, en deuxième lieu, la ressource financière. Même si je suis convaincu aujourd'hui, de par mon expérience, qu'il y a beaucoup plus de finances disponibles que de projets bancables, la réalité, c'est qu'on est dans un environnement où les gens ne veulent pas miser sur quelque chose qui n'est pas encore totalement abouti. Moins vous êtes avancé, moins vous aurez de personnes qui viennent vers vous. Donc, il faut pouvoir miser sur son réseau, sur son relationnel et éventuellement sur ses capacités individuelles pour porter un projet jusqu'au niveau où vous êtes capable d'être accompagné par un certain nombre. Est-ce que vous comptez agrandir cette activité, voire avoir des associés, je ne sais pas? Bien sûr, bien sûr. Déjà, l'étendre sur l'Afrique? Oui, sur le volet aquaponie principalement. Déjà, je précise qu'on a eu des implémentations sur le Sénégal et le Rwanda où on a fait des fermes aquaponiques qui fonctionnent très bien. Et on a travaillé avec des partenaires. Sur le plan légal, ça ne s'est pas forcément bien passé, mais on reste en contact et on continue d'évoluer ensemble. Donc l'idée, c'est de le faire ici au Cameroun, mais également dans d'autres pays en Afrique. Et nous sommes plutôt en bonne voie aujourd'hui pour y arriver parce que de plus en plus, soit on rentre en contact avec des personnes qui comprennent où on va, soit elles nous contactent directement. Comme le fonds de dotation Pierre Castel, par exemple, qui nous soutient depuis 2 ans maintenant et est vraiment dans une logique d'accompagnement sur le long terme. Qu'est-ce que vous avez tiré comme profit après un tel échec? Je n'ai pas... Vraiment une situation assez forte. Le mot « échouer », c'est vraiment un terme que je n'utilise pas dans sa compréhension générale. Malheureusement, dans notre environnement en Afrique et un peu plus centré en Afrique francophone, on a tendance à croire que quelqu'un qui a échoué, c'est une catastrophe. Tout au contraire, j'ai eu la chance en 2017 de faire un master en agriculture urbaine à Oklahoma State University aux États-Unis et j'ai eu l'occasion de découvrir le merveilleux côté de l'échec. Dans ma situation personnelle, je suis d'une famille relativement stricte où les parents ont toujours été vraiment la rectitude, c'était la base dans la famille. Et je ne sais pas si on a de bons gènes, mais on est selon le système d'éducation camerounais, très intelligent, peut-être un peu trop même. C'est-à-dire qu'à la maison, mon père avait l'habitude de nous les 5, il savait qu'à la fin de l'année, on est tous premiers. Moi, personnellement, j'ai été deuxième une fois dans ma vie, deuxième dans une classe. Mais j'ai été un peu rebelle, en fait, quand j'étais petit. C'est-à-dire que tous mes frères ont fait le CEP au coût-1. Et moi, je suis le seul à avoir échoué au coût-1. Donc, je me souviens que le soir où les résultats étaient sortis, mon grand frère était en mode « Mais toi, comment tu fais pour échouer le CEP au coût-1 » Ça peut sembler... certaines personnes peuvent se dire « Échouer le CEP au coût-1, bon, c'est pas grave. » Mais quand vous êtes dans une famille où tous vos aînés sont passés par là et à la limite ont réussi avec bravoure, je me souviens que ce soir, je me suis couché, j'avais 8 ans. Je me suis couché en me disant « Je ne vais plus jamais échouer de ma vie. Je vais pouvoir faire mieux que mes frères aînés. » Je vais toujours donner le meilleur de moi-même. Je vais toujours donner le ouais. meilleur de moi-même. Voilà, donc ça c'est le premier échec que j'ai connu qui m'a appris en fait que ce n'est qu'individuellement qu'on peut être la résolution de nos problèmes. Ensuite, quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur avec une mention très bien, j'ai été recruté par une multinationale, c'est-à-dire qu'à 21 ans, j'étais le numéro 3 de la direction technique d'une des multinationales les plus courues au Cameroun. Salaire confortable, véhicule de fonction et tout. Et au bout de 3 ans, j'ai suivi un licenciement très controversé. Et à ce moment-là, je me dis aussi, c'est bien d'être intelligent, c'est bien d'être travailleur, mais parfois, on peut avoir raison, mais ne pas forcément être gagnant
selon les hommes. Absolument. Voilà, donc cette situation-là aussi, je me souviens être passé par la cellule même, où tous les soirs, je me disais, si vous regardez aujourd'hui mon leitmotiv, c'est vraiment « Nothing can stop me ». Et c'est à cette époque-là que j'avais exactly, et j'avais 24 ans et je me suis dit « Nothing can stop me ». Si je peux traverser ça, je peux arriver où je veux. Et c'est ce que je dis à toutes les personnes que je rencontre. Vraiment, déjà d'être parti d'une famille, j'ai envie de dire modeste, voire pauvre, pour aujourd'hui commencer à faire entendre la voix de l'agriculture camerounaise là où je suis. Je crois qu'on peut aller encore plus loin quand on le souhaite. Mais qu'est-ce qui vous motive au quotidien? Ce qui me motive au quotidien, c'est de participer à une initiative qui soit beaucoup plus importante que ma personne individuelle. Malheureusement, on est dans un environnement où les gens sont centrés sur eux-mêmes. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que ça me donne? Et c'est ce qui nous fait être dans un pays comme celui dans lequel on est. Parce que pas d'intérêt, pas d'action. J'ai envie dans 10 ans que même si ce n'est pas reconnu, c'est pas grave, mais intérieurement que je sache que j'aurais participé à quelque chose. Aujourd'hui, quand on parle d'agriculture au Cameroun, je me souviens, il y a à peu près 2 mois, j'ai reçu un message d'un diasporien qui vit en Europe, parce que j'ai participé au Salon international de l'agriculture en février, et j'ai eu l'honneur d'être reçu par monsieur Emmanuel Macron, avec qui on a échangé 15 minutes. Et les gens se demandaient comment tu as fait. Voilà. Moi aussi, je n'espérais pas qu'il mette autant de temps sur mon stand. Il était pratiquement surpris que ce soit fait. Ce que nous faisons, il m'a demandé 3 fois. Vous le faites au Cameroun, ça, c'est opérationnel. Et ce genre de choses-là, ensuite, je reçois le message d'un Camerounais qui est de la diaspora qui me dit « Flavien, vous êtes le Samuel Eto'o de l'agriculture et vraiment, on espère que vous irez encore plus loin. » C'est ça qui me motive. Ce n'est pas forcément d'avoir beaucoup d'argent ou... La reconnaissance. Voilà, une sorte de reconnaissance. Et quand je regarde l'équipe que nous constituons aujourd'hui à l'entreprise, mes collaborateurs qui me disent aujourd'hui on a la crise du coronavirus, mais quelles que soient les difficultés qu'on peut vivre, on sait quelle est la vision, la mission de l'entreprise, on sait où tu veux aller en tant que fondateur et on est prêt à t'y accompagner. D'accord. Vous étiez en 2019 le président de la Jeune Chambre au Cameroun. Tout à fait. Une expérience à partager. Absolument. C'est une merveilleuse organisation dont je suis membre depuis plusieurs années. Donc la mission, c'est vraiment d'offrir aux jeunes des opportunités qui leur permettent de créer des changements dans leur environnement. Le rôle de la Jeune Chambre, c'est vraiment de mettre en commun les 3 catégories de la société qui œuvrent pour le développement de nos pays, de notre planète, le public, le privé et la société civile. Parce qu'on se rend compte que toutes ces catégories posent des actions en faveur du développement, mais ne sont pas souvent connectées. Donc l'idée, c'est d'avoir une sorte d'organisation qui accueille des jeunes de 18 à 40 ans et leur donne les outils d'abord sur le plan individuel, par la formation, ensuite sur le plan international, sur le plan des affaires, en leur donnant les outils pour apprendre à lever des fonds, à rencontrer des collaborateurs, avoir les bons partenaires, convaincre des parties prenantes qui puissent nous accompagner dans nos projets, mener même des projets. Et aussi, vu le réseau que constitue la Jeune Chambre, aujourd'hui c'est 160 pays, plus de 200 000 membres dans le monde. Moi, je peux partir du Cameroun et arriver dans n'importe quel pays sur le globe terrestre sans forcément avoir besoin de préparer mon voyage, parce que je suis certain que sur la base de données Jeune Chambre internationale, j'aurai forcément quelqu'un qui sera prêt à m'accueillir et jouer le guide pour moi. Et étant président de cette organisation-là, c'est d'abord de porter la voix des jeunes membres de notre organisation, mais aussi à plusieurs reprises durant l'année, j'ai représenté le Cameroun, j'ai représenté la Jeune Chambre internationale du Cameroun à l'international. On a une conférence Afrique qui s'est déroulée en île Maurice en mai 2019 et un congrès mondial qui était à Tallinn en Estonie en novembre 2019. Donc à ces 2 occasions, justement, il fallait faire état du planning de l'organisation nationale JCI Cameroun et également parler de comment est-ce qu'on œuvre pour permettre aux jeunes de découvrir ces opportunités qui leur sont offertes dans cette organisation-là. D'accord. Sur mon compte Facebook, vous verrez une image de couverture avec le drapeau du Cameroun. C'est-à-dire que se retrouver en face de 8000 personnes et de dire on accueille le Cameroun et que vous soyez là à tenir le drapeau, c'est une fierté. Voilà, c'est indescriptible. Alors, en 2018, vous recevez le prix Castel de l'initiative de fonds de dotation Agir avec l'Afrique de Pierre Castel. Pouvez-vous partager cette expérience parce que ce prix continue, cette compétition continue? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez partager avec les téléspectateurs qui aimeraient peut-être saisir l'opportunité? Exactement, je terminerai par là. Le prix Pierre Castel, pour moi, c'est l'une des plus enivrantes expériences que j'ai vécues en tant qu'entrepreneur. Parce que à cette époque-là,
certes, l'entreprise commençait à grandir, mais on a eu l'occasion de traverser un parcours. En tant qu'entreprise et individu, on a fait plusieurs compétitions. Mais ce que j'ai apprécié sur le prix Pierre Castel, c'est que premièrement, ça se voit que c'est une initiative qui est portée par un entrepreneur, donc qui comprend ce que nous vivons. J'ai eu la chance en 2018 de passer justement 3 jours avec Monsieur Pierre Castel au sein d'un de ses châteaux à Blanquefort, près de Bordeaux en France. Et il nous a parlé de son expérience, de comment il a commencé, de l'importance d'espérer, de croire, de vouloir, de tenir la main d'autres personnes. Il nous a dit, si je suis ce qui je suis aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis le plus brillant des entrepreneurs, mais parce que d'autres personnes m'ont fait confiance. Et j'ai intérêt aujourd'hui à tirer d'autres jeunes qui ont la volonté de faire quelque chose. Et si vous devez investir dans un domaine, c'est vraiment dans l'agriculture, parce que il faut maîtriser son agriculture si on veut aller loin en tant que nation. Donc, ce prix-là, d'abord, c'était la rencontre avec Pierre Castel, mais aussi le processus qui a été très structuré avec un jury national qui nous a aidé à améliorer nos projets et un jury international. Je mentionne peut-être ici que c'est grâce au mentoring de M. André Siaka, qui a été mon parrain pendant une année, qui m'a accordé des rendez-vous mensuels durant toute l'année 2019 et de M. Emmanuel de Taï, qui est le DG de la SABC, que justement j'ai pensé à diversifier l'activité de l'entreprise. Parce qu'ils m'ont dit, Flavien, vous faites de l'aquaponie, c'est bien, mais en tant qu'entrepreneur, vous devez penser à saisir les opportunités qui sont disponibles dans votre environnement. L'aviculture, c'est un domaine qui sort aujourd'hui et il y a une démographie galopante dans la ville de Douala et au Cameroun. Bah, pourquoi pas faire de l'aviculture puisque vous avez la compétence dans le domaine. Donc c'est ainsi qu'on a commencé à développer une marque de poulet qu'on a enregistrée, puis on a acquis les équipements et on en est là où on en est aujourd'hui. L'expérience Pierre Castel s'est clôturée avec la cérémonie à Bordeaux où justement on a rencontré un certain nombre de personnes dans l'écosystème agricole africain mais également français et j'ai rencontré 2 merveilleux entrepreneurs également qui sont pris Pierre Castel, Côte d'Ivoire et Burkina avec qui on échange aujourd'hui, on se partage des bonnes pratiques. Voilà, ça permet vraiment d'avancer. Mais ce que j'ai envie de dire à des personnes qui hésitent à présenter leurs projets, moi je suis toujours chagriné parce que je vois de merveilleux projets, de merveilleux produits agroalimentaires au Cameroun. Mais pourquoi ils n'envoient pas de candidature? C'est vraiment un prix qui vous accompagne sur le long terme. Le salon de l'agriculture auquel on a participé récemment a été en partie pris en charge par le fonds de dotation Pierre Castel. Donc, au niveau de la fondation, il y a une secrétaire générale qui est tout le temps en train de demander comment je vous soutiens. Les candidatures sont en cours, là? Les candidatures sont en cours jusqu'au 15 mai. Et il y a un dossier qui a une sorte de chronologie. Tout est précisé. Il y a une page sur le site de la Société anonyme des brasseries du Cameroun et du fonds de dotation Pierre Castel. Et sur mes comptes sur les réseaux sociaux, j'en parle énormément aussi. On a d'ailleurs organisé cette semaine, et ça continuera la semaine prochaine, des séances de coaching pour améliorer les projets de ceux qui veulent éventuellement être candidats. Parce que je souhaiterais vivement que les jeunes qui nous côtoient au quotidien et dont je vois les projets, ces brillants entrepreneurs-là, que leurs projets puissent être présentés pour que le meilleur en sorte. On ne sait jamais. Exact. Vous avez également reçu le prix du jeune entrepreneur francophone 2019. S'il fallait que je saisisse l'opportunité de vous demander, c'est quoi le next step? Le next step pour nous aujourd'hui, c'est vraiment de passer à une échelle supérieure. C'est-à-dire que la création d'une entreprise, c'est un processus progressif. D'abord, il faut pouvoir avoir un produit qui soit utile, qui réponde à un besoin, parce qu'il faut le vendre. Si vous voulez pérenniser votre entreprise, il faut faire du chiffre. Donc, si votre produit n'est pas utile, quel qu'innovant soit-il, vous n'allez pas pouvoir le vendre parce qu'il ne résoudra pas un problème. On l'a passé. On a aujourd'hui des prototypes, on a des systèmes qui fonctionnent chez des clients qui sont opérationnels. Donc, c'est une sorte de preuve de concept, comme disent les anglo-saxons. Maintenant, il faut pouvoir accroître les ventes. C'est-à-dire que dans un futur proche, nous visons une ouverture de capital. Ça permettra à d'autres personnes d'entrer dans le capital de l'entreprise, apporter des ressources supplémentaires qui vont nous permettre de grandir. Nice. Voilà. Quand je regarde l'équipe qu'on a aujourd'hui, je suis certain que avec le budget de Microsoft, on ferait 5 fois plus que Microsoft. J'en doute pas. On arrive bientôt au terme de cette émission, mais on aimerait quand même avoir quelques conseils de votre part si on veut réussir dans le business. Le premier il faut croire en quoi? Le premier conseil que je donne, pour répondre à la question, il faut croire en quoi? D'abord, il faut croire en vous. Vous êtes vraiment la première ressource. Je me souviens que j'ai côtoyé un monsieur très avancé dans le business quand je démarrais qui m'avait dit « Flavien, quelque chose auquel vous devez tenir, c'est votre santé quand vous voulez aller loin. » Parce que c'est quand même incroyable, mais les gens prennent des assurances pour leur voiture.
et ne prennent pas des assurances pour eux. Donc, il faut s'assurer qu'on soit toujours en santé pour aller encore plus loin. C'est-à-dire que vous êtes le plus important intrant pour driver la machine qui va atteindre vos objectifs. Le capital humain. Exactement, c'est ce capital humain-là qu'il faut préserver. La deuxième des choses, c'est d'être reconnaissant aux personnes qui vous ont tendu la main. Le meilleur moyen, pas forcément de leur rendre quelque chose, mais de tendre la main à d'autres. Absolument. Pour établir une sorte de chaîne. Donner et recevoir. Voilà, donner et recevoir et créer un écosystème. Et enfin, si jamais vous avez l'intention d'avoir des modèles et des personnes qui vous inspirent, j'ai envie de dire, qui est-ce que vous écoutez, qui est-ce que vous regardez, qui est-ce que vous suivez. Suivez les bonnes personnes parce que sans vous en rendre compte, ces personnes vont avoir de l'impact dans votre vie, de l'impact sur les décisions que vous prenez, sur les choix que vous faites. Et ça va déterminer le point auquel vous allez arriver. Moi, ce que je dis souvent, pour identifier les bons mentors, le meilleur mentor, à mon avis, c'est vraiment quelqu'un qui a réussi à créer d'autres personnes qui ont suivi sa voie et qui parfois ont fait mieux que lui. Si quelqu'un n'a pas réussi à faire ça, pour moi, il peut parler autant qu'il veut, il n'est peut-être pas le bon mentor à suivre. Donc, suivez les bonnes personnes et persévérez. Parce que ce qu'on appelle l'échec, en fait, c'est l'occasion de faire mieux la prochaine fois. C'est l'apprentissage. C'est de l'apprentissage. Ouais. Même au sein de l'entreprise que je dirige aujourd'hui, il nous arrive d'avoir des échecs relatifs. Un nouveau projet, une campagne qui a été lancée, une démarche d'amélioration de notre produit qui ne fournit pas forcément l'effet escompté, mais on ne s'arrête pas là. On se retrouve avec les collaborateurs durant la réunion hebdomadaire et on se dit comment faire mieux, comment reprendre, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui croient en nous et qu'on vise faire 1000 fois plus que ce qu'on fait aujourd'hui. D'accord. Alors l'agriculture, c'est un secteur porteur. Il y a encore certes du chemin quand on parle du système, celui du Cameroun. Alors s'il fallait vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faudrait mettre sur pied pour favoriser le rayonnement de cette mine d'or pour le Cameroun? C'est vraiment une question vraiment utile. Sur 360 degrés. Très bien. C'est vraiment une question utile qu'il faille se poser. Ça fait quelques années maintenant que je réfléchis au-delà de diriger cette entreprise-là qui a de belles ambitions devant elle, à créer quelque chose qui puisse vraiment permettre au Cameroun de dire voilà ce que cette entreprise, voilà ce que cet individu et son équipe ont réussi à nous apporter. Et justement, dans cet ordre d'idées-là, on a lancé des formations. On a également tout récemment distribué des kits de culture hors sol à des enfants de l'école maternelle. Je passe d'ailleurs un bonjour et je dis merci à Madame la déléguée départementale de l'éducation de base du Vouri qui a soutenu le projet et a tenu justement à ce que on puisse mener cette démarche, a même souhaité nous accompagner pour aller encore plus loin. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment une stratégie transversale qu'il faut pouvoir poser. L'agriculture à elle seule ne peut pas tout faire. Parce que si vous me dites qu'il faut renforcer les résultats de l'agriculture au Cameroun, j'ai envie de dire que ça commence d'abord, par exemple, par l'éducation. Absolument. Comment est-ce qu'on oriente nos enfants? Le fait pour nous d'aller distribuer des kits de culture hors sol à des enfants de l'école maternelle, c'est parce que quand je regarde dans les enfants, dans ceux que je considère comme mes enfants, que ce soit mes neveux, mes nièces, je leur demande « Qu'est-ce que tu veux faire demain ?» Ils parlent de ce qu'ils connaissent. Absolument. Ils te disent, je veux être astronaute. Il parle de ce qu'il vit dans son environnement, ce qu'il voit, voilà, ce qu'il côtoie. Tout à fait. Il y en a qui te disent, je veux être chauffeur, et tu leur demandes pourquoi. Il dit, ah, parce que papa appelle souvent un chauffeur qui est toujours propre, avec une belle voiture. Vraiment, s'ils ne voient pas quelque chose, ils ne peuvent pas savoir. Mais les enfants sont toujours en contact avec la nourriture sur la table. Combien d'enfants savent à quoi ressemble une bulbe d'ail, par exemple? Ils voient toujours l'ail déjà débulbé avec sans la peau. À la limite, même dans la nourriture, ils ne savent peut-être pas à quoi ressemble de l'ail. Donc, il faut pouvoir les mettre en contact avec l'agriculture pour qu'ils se disent « Ah, peut-être que j'ai envie d'être agriculteur, peut-être que j'ai envie d'être éleveur. » Il faut leur dire que la viande que tu consommes provient en fait d'une vache qui a été élevée comme ça, qui fournit du lait et on récupère la viande pour en faire de ton alimentation. Donc, pour moi, c'est d'abord l'éducation. Il faut revoir l'éducation, il faut intégrer des cursus agricoles dans l'éducation de nos enfants, depuis l'éducation de base jusqu'à l'éducation secondaire. Ensuite, orienter leur choix. Parce que quand ils arrivent au secondaire, je me souviens qu'à l'époque, on se disait, moi j'ai fait l'enseignement technique, et on se disait les meilleurs font l'électricité, ensuite la mécanique et enfin la fabrication mécanique. Mais dans un pays comme le Cameroun, on a envie que les meilleurs fassent l'agriculture, ensuite la médecine, parce que c'est les domaines dans lesquels on a besoin que les gens soient présents. Ensuite, peut-être l'éducation aussi. Donc, il faut pouvoir les orienter. Une fois qu'on les a orientés, maintenant, il faut une sorte de refonte des programmes. Déjà, l'État au Cameroun a fait une belle organisation du processus éducatif dans l'agriculture. Il y a 10 écoles techniques agricoles
qui sont dans chacune des régions du pays. Donc, quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes, sur les 10 régions au Cameroun, vous avez forcément une école technique d'agriculture qui est à votre disposition. Ensuite, il y a les écoles pratiques qui ont été créées pour des cycles bien précis. Mais le problème que j'ai, c'est que ces écoles-là ne touchent pas encore des domaines innovants de l'agriculture, les domaines de l'agriculture du futur. Si on continue de produire de la même façon, ça sera compliqué. Donc, il faut une forme de refonte de ces cycles de formation pour justement que les étudiants apprennent de l'hydroponie, de l'agriculture aquaponique, de l'agriculture hors sol, même au sens large du terme, ou de l'agriculture conventionnelle, mais avec des substrats différents. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on fait de l'aquaponie, on a dû aller dans l'ouest du Cameroun trouver des artisans qui fabriquent le substrat qu'on utilise. Je pense que vous avez un peu vu les kits que nous faisons. Et les gens se demandent où est-ce que vous prenez ça. Donc, on a dû refaire un processus. En faisant entrer les enfants dans ce processus-là, ils peuvent trouver des voies. Quand je regarde l'aquaponie ou l'agriculture hors sol aujourd'hui, je vois des dizaines de métiers qui vont naître demain et qui, justement, peuvent permettre de soutenir la stratégie gouvernementale. Une fois que c'est fait, maintenant, il faut rentrer dans la stratégie proprement dite. Au Cameroun, on a ce qu'on appelle, par exemple, le calendrier agricole qui tient compte sur chacune de nos localités. C'est ce qu'on appelle les zones agroforestières, les zones agroécologiques. Il y a des zones agroforestières, il y a des zones comme la Damawa qui est en jargon technique ce qu'on appelle la zone des hautes savanes guinéennes, donc qui ont des particularités avec un climat précis, des périodes pendant lesquelles on peut avoir de l'eau. Ça permet aux personnes qui se lancent dans l'agriculture de savoir quelle spéculation choisir, quel produit est-ce que je vais récolter à la fin de mon cycle, comment je vais vendre. Mais il faut que ce calendrier agricole-là soit également étendu à des modes de culture comme celui que nous utilisons aujourd'hui pour que les gens, s'ils décident de se lancer, n'aient pas l'impression à un moment donné qu'il y a un blocus et que c'est juste une histoire de Save Our Agriculture. Donc nous, on est clairement dans cette démarche-là aujourd'hui. On est en train de signer avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique un partenariat de collaboration parce qu'on a lancé en 2019 des formations où on a formé à peu près une centaine de jeunes à ces modes de culture hors sol-là. Et le ministère a été intéressé par cette démarche et nous a dit on souhaiterait travailler avec vous pour former 10 000 jeunes par an sur tout le territoire national. Donc je sais que ça prendra du temps, mais vraiment pour moi, c'est éducation d'abord, orientation, refonte des programmes agricoles et ensuite implémentation sur le terrain. Un message à l'endroit des jeunes qui nous regardent. Mon message à l'endroit des jeunes qui nous regardent, c'est vous êtes à la base de tout ce qui vous arrive. Le meilleur moyen de faire quelque chose, de réussir, c'est de vous dire que vous êtes à la base de tout ce qui vous arrive. Le problème qu'on a souvent, on essaie de trouver, quand ça marche, on est fier de soi. Quand ça ne marche pas, on en veut aux autres. Il faut faire l'inverse. Quand ça marche, il faut voir ce qui, en dehors de nous, nous a aidés pour pouvoir le conseiller aux autres. Et quand ça ne marche pas, il faut faire une introspection et se demander qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Quand on commence à s'accepter comme problème ou comme source positive pour nos échecs ou nos succès, c'est le premier pas vers la guérison. Merci infiniment pour votre temps. Merci à vous. Merci d'être venu. Vous avez révolutionné l'agriculture conventionnelle avec Save Our Agriculture, avec votre formule aquaponie. Je crois qu'aujourd'hui, vous êtes un modèle pour la jeunesse. Je tiens à saluer le génie. Beaucoup de courage et bien de choses à vous pour la suite. Merci Ozane et à très bientôt. C'était Believe in Africa. On reste très soudés, on garde espoir. On continue à respecter les mesures d'hygiène et toutes les autres consignes pour barrer la voie au Covid-19. On se retrouve très prochainement pour une autre édition de Believe in Africa. Ciao.